On vous propose maintenant, à 13 heures, donc un peu plus de 13 heures, une conférence sur les bâtiments agricoles éthologiques du futur. Donc on va se plonger dans le futur, mais on va d'abord commencer par le présent. Il y a 3 invités et j'ai le plaisir de recevoir, d'accueillir Pauline Garcia, connue sous Ethodiversité, son pseudo sur les réseaux sociaux. Et son dada, je fais un petit clin d'œil à sa passion pour les équins, c'est justement de parler du BEA, du bien-être animal, de vulgariser toutes les études scientifiques autour du comportement animalier. Elle est agricultrice, installée hors cadre depuis 2015 dans le Cantal, et elle est aussi autrice. Vous connaissez sans doute ses livres édités par la France agricole. Et pour elle, ce qui est important, c'est tous les enjeux autour du bien-être animal. À côté d'elle, Mégane Klein, elle fait un métier que je ne connaissais pas. Elle est architecte, ça je pense qu'on connaît, mais sa spécialité, c'est d'être architecte en agriculture. Et donc elle travaille sur les bâtiments d'élevage et sur la conception des nouveaux bâtiments en élevage. Et ces bâtiments ont une particularité aussi, de faire en sorte de respecter le bien-être animal. C'est bien ça? On en saura plus tout à l'heure. Jean-Vincent Bioré, vous êtes le dirigeant de Bioré, de la société Bioré Agri, depuis déjà quelques années. Vous vous intéressez, vous êtes spécialiste de la fabrication et de la distribution de solutions innovantes, justement pour améliorer le bien-être animal, en particulier des bovins, que les bovins peut-être. Non, d'accord, l'équin aussi. Et votre particularité, je dirais aussi, c'est d'avoir su capter les attentes sociétales en termes de bien-être animal, en termes de bien-être humain aussi, parce qu'on va voir la corrélation entre le bien-être animal, le confort des animaux et puis le confort des éleveurs et des éleveuses. Donc, tous les trois, eh bien, il y a une question qu'on a envie de vous poser. L'éthologie, l'architecture et l'agroéquipement, finalement, qu'est-ce qui vous relie? Le bien-être animal, mais plus encore. Pauline. Donc là, j'ai mis la slide, comme ça, ça nous a permis d'avancer. Donc on va à tour de rôle un petit peu présenter nos spécialités et pourquoi on peut être complémentaires, Mégane et Jean-Vincent. Donc l'éthologie, qu'est-ce que c'est? C'est l'étude du comportement animal. L'humain est bien sûr concerné par cette discipline. Et l'éthologue, ou le rôle du comportementaliste animalier, c'est l'observation. Donc il va créer un référentiel des comportements naturels de l'animal, de l'espèce. Il va s'étendre jusqu'à l'espèce. Donc il va noter les besoins fondamentaux de l'espèce et en fonction de ça, il va se créer une base comportementale à partir des perceptions sensorielles de l'animal, de l'espèce qui a un monde complètement différent de l'humain. Et c'est vraiment ce que je souhaite faire comprendre aux éleveurs quand je les forme dans mes formations. C'est que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on sent avec nos perceptions humaines, il faut l'oublier quand on travaille avec une autre espèce animale parce que c'est diamétralement opposé. Ensuite, l'éthologue, le comportementaliste animalier, va travailler sur les comportements naturels de l'animal et qu'est-ce qui permet de les exprimer. Et enfin, la relation humain-bovin, enfin humain-animal, comment la créer, comment la maintenir à travers des pratiques, mais à travers une infrastructure, à travers de la contention, à travers des équipements dont ils disposent dans la ferme. Donc voilà un petit peu le rôle de l'éthologue et du comportementaliste animalier. Alors là, j'ai voulu montrer un petit exemple. Donc là, c'est tiré du travail de Mégane. J'ai pris cette diapo, je la trouvais intéressante. En fait, je voulais montrer, comparer les perceptions humaines et bovines. Et l'humain, par exemple, quand il arrive dans un bâtiment,
ben, il voit des contrastes, il voit des rayures, mais il n'est pas du tout perturbé par cela et il continue ses activités sans être perturbé. En tout cas, il ne va pas ralentir ou changer de trajectoire par rapport à ses perceptions. Le bovin, lui, il a un globe oculaire qui est complètement différent de l'humain, avec au fond du globe un tapis qui lui accentue les contrastes. Et donc, quand il est face à des lumières, là par exemple, vous mettez un bovin là, à cette place-là, il serait complètement ébloui et il ne verrait absolument rien parce qu'il y a des flashs en plein qui viendraient l'éblouir. Et donc, il faut, dans les bâtiments, tenir compte de ces perceptions parce que sinon, vous pouvez vous confronter à un bovin qui refuse d'avancer et un éleveur qui veut avancer. Donc là, on a des objectifs qui ne sont pas du tout les mêmes et donc là, on peut utiliser des moyens qui ne sont pas toujours très éthologiques, on va dire ça comme ça. Donc, et c'est ce que Mégane va présenter aussi, c'est que en fonction des perceptions de l'animal, on peut améliorer les infrastructures et en tout cas les équipements que l'on offre à nos bovins. Voilà, donc je passe. Ben, vas-y. Je sais pas. Voilà, donc moi en tant qu'architecte, je travaille entre autres sur les bâtiments agricoles, mais d'un point de vue expérimental et novateur, qui prend en compte concrètement les animaux et le bien-être animal, c'est-à-dire que l'homme n'est plus la mesure de toute chose, mais l'animal devient le cœur du projet. Plus simplement, on ne fait plus un bâtiment habituel où on y met l'animal, mais on fait un bâtiment où, initialement, on prend en compte les caractéristiques de l'animal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire prendre l'animal en considération? Eh bien, c'est prendre en compte leurs caractéristiques physiologiques, biologiques, physiques, mais aussi leur sensibilité, leur conscience et leur intelligence. Donc, l'idée, c'est de favoriser un bâtiment qui est plus éthique en tenant compte de leur spécificité, de leur capacité cognitive, de leur sens. Plus simplement, penser vache pour un bâtiment d'élevage bovin, penser cochon, et ainsi de suite. C'est se mettre à leur place. Alors comment? C'est en repensant chacun des éléments qui composent un bâtiment. Donc c'est quoi un mur? C'est quoi un toit pour un animal? C'est quoi une ombre? C'est quoi une clôture? Et on n'est pas dans la reproduction de la nature. On ne cherche pas à imiter la nature puisqu'on les force à évoluer dans un environnement qui est artificiel. Donc, de base, cela n'est pas possible. L'idée, c'est plutôt de leur proposer un environnement qui soit adapté, adéquat et en cohérence avec leur façon d'être. Donc, on repense également l'organisation de l'espace. Bien sûr, tout ça ne va pas sans le respect des besoins zootechniques, parce qu'on est dans un bâtiment d'élevage qui implique la collaboration entre l'homme et l'animal, qui implique la notion de travail. On doit conserver un bâtiment qui est pratique au quotidien. On ne travaille pas, le bâtiment n'est pas fait plus pour l'animal que pour l'homme. C'est toujours un juste équilibre entre les deux. En soi, il ne faut pas oublier que l'animal est toujours, comme nous, en interaction continue avec son environnement. Ce qu'il perçoit n'est ni neutre ni banal. Donc si on se met à leur place, on peut complètement réinterroger la relation tripartite homme, animal et environnement. Pardon. Donc là, par exemple, on a un exemple de bâtiment que j'ai imaginé pour l'élevage bovin. L'idée, c'est de montrer, d'extérioriser déjà leur comportement grégaire, de montrer comment elles se déplacent, comment elles évoluent dans un espace. Les animaux ne se déplacent jamais en angle droit et pourtant tous les bâtiments qu'on leur construit sont faits comme ça. C'est notre héritage culturel. Mais tout ça, on peut complètement le réinterroger. Donc là, par exemple, on a des courbes qui suivent le mouvement naturel de la vache quand elle se déplace. Oui, bonjour. Donc, moi, c'est Jean-Vincent Bioret. Donc, c'est
tout ce qui est agroéquipement. Donc, je suis fils d'éleveur, donc j'ai pas fait d'études en éthologie, ainsi de suite, etc. Néanmoins, j'observe les animaux depuis que je suis tout jeune et à l'entreprise, on fait donc des matelas, des sols pour les animaux, des ventilateurs. Disons que ce qu'on disait au niveau des besoins physiologiques des animaux, ça, c'est la première des clés. C'est-à-dire que si tu ne comprends pas les phénomènes autour de l'animal, de quoi il a besoin, tu ne peux pas l'améliorer. C'est impossible. Voilà. Donc, comment on a une usine qui est implantée dans le 44 à Joué-sur-Erdre. Le but, en fait, il est déjà beaucoup d'observer. Il y a beaucoup d'éleveurs qui voient beaucoup de choses, mais il y a d'une part la force des habitudes. D'autre part, un éleveur, c'est un vrai chef d'entreprise. Il a des fois l'idée ailleurs et l'environnement qu'il y a autour de son animal. En fait, il s'y habitue, il trouve ça normal. Souvent, étant donné qu'il n'a pas le temps, il ne va pas forcément se renseigner. Et finalement, ça reste comme ça, alors qu'il y a énormément d'améliorations, des fois des petites améliorations qui a un gros impact sur la vache laitière. Donc, il y a... Mon métier, moi, c'est de faire effectivement les bâtiments du futur, c'est-à-dire réussir à donner des clés au niveau de ma spécialisation, c'est-à-dire le sol, le matelas, là où elle va se coucher. Mes produits sont en contact avec l'animal 24 heures sur 24. Le sol quand elle marche ou alors quand elle se couche. Voilà. En Hollande, par exemple, la première question qu'ils vont se poser, c'est quel va être mon type de sol, voilà, en contact avec l'animal. Et ensuite, ils vont aller construire tout autour de l'animal. Et effectivement reproduire ce qui était marqué tout à l'heure. Ils vont même jusqu'à faire des jacuzzis pour vaches, hein, j'ai vu ça. Et ça peut aller très très loin et finalement c'est pas quelque chose qui coûte réellement cher. Et l'animal, il sait quand il a besoin de quoi si on lui laisse le choix. Donc il y a énormément de choses à étudier. Il y a deux autres choses dans mon travail. Il faut prendre en compte l'éco-conception, c'est-à-dire la durabilité des produits qui soient issus au plus possible du recyclé. Ici, par exemple, vous avez un matelas. L'intérieur est fait en latex usagé humain. C'est des matelas pour humains usagés qu'on recycle. On en recycle 70% de tous les déchets français. Et les petites barres de fixation ici, hein, c'est issu du Tetra Pak. C'est-à-dire c'est le recyclage de la brique de lait, l'intérieur de la brique de lait. Voilà. Donc on fixe des matelas pour vaches avec du plastique recyclé issu de la brique de lait. Donc voilà, ça c'est pour l'éco-conception. Et ensuite, par le design, c'est-à-dire qu'on peut avoir un impact environnemental par le design sur tout ce qui est gaz à effet de serre, réduction des émanations ammoniacales, et puis bien sûr tout ce qui est amélioration au-delà de comprendre l'animal, il y a préserver sa santé. Des glissades, éviter que les pieds soient dans du lisier, ça a l'air de rien, mais il y a énormément de pathologies liées à la gestion en bâtiment et à une mauvaise gestion des déjections finalement. Ah oui, alors le petit exemple ici, c'est un gratte-au-gratte. Il y a eu un prix de l'innovation d'ailleurs au sommet sur ce produit-là. Ça a l'air de rien, mais en fait, vous avez beaucoup d'allées dans les bâtiments, voire des poteaux métalliques en H. Et mon premier problème, c'était quand j'avais équipé tout le confort à l'intérieur, sur le sol, sur les matelas, tout ça. Il y a des animaux qui se blessaient et se montaient pendant les chaleurs. Et si elles glissaient, parfois, elles tombaient contre un poteau ou contre un mur en béton et elles se faisaient hyper mal. Alors, outre les pertes de lait, du coup, il y a certains animaux, ils mettaient 6 mois à s'en remettre. Donc, en fait, à la base, c'est même pas fait pour gratter. C'est un espèce de bumper
pour éviter les traumas au niveau de l'animal. Et on s'est dit, on va lui rajouter une fonctionnalité additionnelle. Et effectivement, en otologie, tout le monde sait qu'elles vont se gratter sur les chênes, hein, ou les autres arbres. Et donc, on a mis des petits picots. Et comme ça, on distribue ça un petit peu partout. Et ce qu'on a remarqué, c'est que ça diminuait aussi la compétition dominante-dominée. Et ça calmait le troupeau. Voilà. Donc, c'est là où on se rejoint dans nos domaines. Justement, cette complémentarité, comment vous l'exprimez? Vous l'exprimez. À quoi ça ressemble un bâtiment agricole éthologique du futur? Alors, voilà, les plans. Oui, donc on revient à un bâtiment que j'ai étudié pour l'élevage bovin. Bon, a priori, c'est utopique. Ça ne ressemble à rien de ce que l'on ne connaît. C'est fait exprès. C'est fait pour montrer que tout est possible, que nous sommes à un tournant dans la relation homme-animal et que cela peut se retranscrire dans les équipements et les bâtiments qu'on leur propose. Donc rien n'est fait au hasard dans ce projet. Dans la méthodologie, j'ai d'abord étudié comment on voit la vache, comment elle se déplace, comment elle interagit avec les autres, comment elle réagit aux ombres portées au sol, quelle est l'organisation de sa journée éventuellement. Et ensuite, j'ai transposé tout ça dans un bâtiment qui évite dans la partie animale tous les angles droits, à contrario de la partie pour l'homme, des espaces plus techniques qui lui sont uniquement dédiés, qui sont plus habituels et plus économiques. Donc ça balance, ça équilibre la balance. Alors les vaches se déplacent comme on peut l'imaginer, pas tout à fait en angle droit. Donc on a des grands espaces où elles se regroupent, où elles font des mouvements en courbe. Donc c'est ce que les murs retranscrivent. Est-ce qu'on peut faire le nécessaire pour la technique, s'il vous plaît? Merci. Ça va exploser dans 50 secondes. On a aussi sur une partie du bâtiment un traitement des ombres. Donc, comme l'a dit Pauline plus tôt, les ombres au sol, si les contrastes sont très forts, vont agir comme une clôture. Donc, on est loin du barbelé habituel ou de la clôture habituelle. Encore une fois, c'est expérimental. C'est une façon de montrer à quel point l'animal est complexe, a aussi une qualité pédagogique. On exprime au grand public et à toutes les personnes qui pourraient passer devant ce bâtiment ce qu'est l'animal, à quel point il peut être intelligent. Et surtout, l'idée, c'est d'expérimenter une autre façon de faire, décentrer ce qu'on fait habituellement pour complètement réinterroger les bâtiments d'élevage. Donc, on a un autre exemple aussi très parlant. Voilà, donc là, c'est pour les cochons. La même méthode a été appliquée. Comment ils voient, comment ils se déplacent, comment ils interagissent entre eux, comment ils vivent. Et j'ai découvert qu'ils ne perçoivent pas les couleurs comme nous, on peut l'imaginer assez aisément. Ils ne perçoivent que certaines couleurs. D'autres, en tout cas, sont neutres dans leur vision. Donc, pour attirer leur regard sur les bâtiments qui leur sont destinés, j'ai utilisé justement ces couleurs sur des bâtiments qui sont à part de ceux qui sont, encore une fois, dédiés à l'homme, qui sont des zones plus techniques, où les cochons ne sont pas censés aller. On sait que les cochons, comme les vaches, ont du mal avec les contrastes au sol. Alors j'ai proposé des couvertures, vous le voyez peut-être pas très bien, mais qui reproduisent au sol l'ombre d'un arbre. Comme on sait qu'ils évoluent dans des environnements naturels avec des arbres et que ces éléments font sens dans leur monde à eux, j'ai voulu reproduire ces ombres au sol afin de moins leur faire peur quand ils s'approchent de leur bâtiment. On a aussi des poteaux qui sont disposés comme une forêt de poteaux. Là encore, c'est pour enrichir leur milieu, pour leur permettre de s'amuser, de jouer, de chercher. Et en même temps, aux endroits où les poteaux sont resserrés, c'est une clôture. Voilà, donc en fait, chaque élément du projet est réinterrogé, la matière, la couleur, la texture, en tenant compte des sens de l'animal. Et finalement, pour l'éleveur, bien que ce soit très nouveau et peut-être perturbant, il est tout à fait aisé pour lui de s'habituer, contrairement à l'animal qui a
du mal à s'habituer dans les espaces qu'on leur propose et qu'on leur impose jusqu'à maintenant, puisqu'on fait généralement des bâtiments qui sont très neutres, qui sont très techniques. Et finalement, travailler les couleurs ou certaines textures, c'est pas forcément plus cher. C'est toujours une juste balance. Voilà, donc c'est encore une fois très expérimental. Ça ne veut pas dire que c'est un prototype, mais certains de ces éléments pourraient être mis en place dans des élevages et on pourrait piocher certains éléments pour repenser les bâtiments d'élevage. Alors là, c'est ma partie où je parle. Alors ça, c'est des astuces qui sont plus abordables sur le terrain. Et donc, j'ai créé des objets d'enrichissement pour les veaux, parce qu'actuellement, les porcs sont très enrichis dans les bâtiments. Donc, on leur apporte des éléments pour qu'ils puissent exprimer des comportements naturels. Voilà le but de l'enrichissement. Et donc, avec Jean-Vincent et Bioré, on essaie de travailler sur un nouveau produit qui s'appelle l'Ethosens, qui est une pyramide qui permet aux veaux d'exprimer ses comportements de mâchouillement, comportements très naturels, hein. Et puis, ça a un effet apaisant. C'est comme l'enfant, quand il est stressé, il prend sa sucette, il n'a pas envie de téter à ce moment-là, il a juste envie de s'apaiser. Eh bien, c'est ce qui manque aux veaux laitiers, notamment. C'est ce petit besoin d'apaisement qu'il aurait avec une tétine à disposition. Donc là, on a créé un objet qui répond aux besoins d'exploration. Le veau est un grand explorateur, hein. Et en plus, ça aurait un double effet, qui est un effet d'apaisement, de mâchouillement. Et donc, ça occuperait la bouche du veau, ce qui éviterait qu'il aille lécher les oreilles du congénère, les queues. Parce que c'est ce qui se passe aussi souvent, c'est que le veau, il est attiré par des petits appendices ou des oreilles. Et c'est souvent sur un congénère. Et ça peut entraîner une dépilation et un problème social. Donc, voilà un petit peu ce qu'on propose. Alors donc, il n'y a pas de son, donc je vais vous dire à peu près de quoi ça parle. C'est grosso modo, là, ça va vous parler d'un matelas à eau climatisant pour les bovins laitiers. Ce que vous voyez ici, c'est les fameux matelas humains usagés qui sont en train de se faire recycler. Le sol. Alors, je vais vous parler un tout petit peu des matelas climatisants parce que sur le sommet, là, on vient d'avoir un prix de l'innovation. Un sommet d'or. Grosso modo, tout à l'heure, ce que je disais, c'est que tu ne peux pas améliorer ce que tu ne comprends pas. Voilà, donc il y a 3 ou 4 ans, on a inventé le matelas climatisant pour les bovins parce que, grosso modo, la température de confort de l'homme, c'est 26 degrés Celsius et la vache laitière, c'est entre 5 et 7 degrés Celsius. Nous, on est 150 watts, une vache laitière, c'est 1500 watts. Et quand la vache rumine, finalement, pour produire le lait, in fine, elle craque la protéine dans le rumen et c'est un phénomène qu'on appelle exothermique, donc c'est-à-dire qu'elle génère de la chaleur dans son rumen. Alors dit autrement, c'est quand nous on a froid, elle est bien, quand nous on est bien, elle a chaud, quand nous on a chaud, elle est en détresse thermique. C'est pour ça qu'on a inventé les matelas climatisants. Elle se couche dessus et tu aspires son chaud, quoi, finalement. C'est un peu comme un plancher chauffant, sauf que là, c'est un matelas rafraîchissant. Et on l'avait pendant les tests, j'ai envie de dire, sur les 2-3 premières fermes, avec l'Institut de l'élevage et Oniris, l'école vétérinaire de Nantes. On avait tout mis à fond, quoi, hein. On s'est dit, elle a besoin de se faire refroidir, on va la refroidir à fond avec une pompe à chaleur et on va bien voir ce que ça donne. Donc il y avait 60 animaux qui étaient refroidis et 60 animaux normaux, quoi. Donc on a vu qu'on allongeait le temps par cycle de couchage de l'ordre de 20%. On a vu tout un tas de choses. Et donc, on a terminé la réunion et en discutant avec l'éleveur, il me dit tiens, il y a un autre truc qu'on n'a pas discuté qui est assez spécial, c'est que il y avait une ingestion sur celle qui était refroidie de 1,5 kg de matière sèche par jour par vache de moyenne supplémentaire par rapport au lot non refroidi. Et du coup, j'ai fait tilt. C'est-à-dire que l'animal s'est adapté à son nouvel environnement. On le rafraîchissait,
Et pour compenser la perte d'énergie du rafraîchissement, elle ingérait plus. Voilà. Donc, de ce constat-là, j'ai fait ce qu'on appelle désolé pour l'anglicisme, Heat Stress Dynamic Control, contrôle dynamique du stress thermique. C'est-à-dire qu'il y a une sonde d'humidité, une sonde de température. Dans l'électronique, on a mis les tableaux de stress thermique de la vache laitière. Et par rapport aux données en temps réel, on va dire à une pompe de circulation de rafraîchir plus ou moins l'animal suivant ses besoins. Et donc ça, c'est typiquement de la connaissance, de la recherche, de la discussion avec l'éleveur et de la compréhension, alors en l'occurrence, c'est des besoins physiologiques, thermodynamiques de la vache. Voilà. Bah, c'est fini. On a fini un petit peu de présenter. Ouais. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose, Jean-Vincent Oui, moi je rajouterais juste pour conclure que notre travail s'étale sur différentes échelles dans le bâtiment, de l'échelle du territoire à celui du bâtiment, à celui des équipements, à celui même des outils de travail. Et c'est là que nos domaines se recoupent. C'est qu'en fait, un bâtiment d'élevage, c'est un travail d'équipe, c'est un travail de collaboration, mais aussi de croisement de différentes expertises. Ces dernières années, on a fait beaucoup de découvertes d'un point de vue zootechnique, éthologique, éthique, philosophique sur la considération de l'animal. Donc tout ça, il faut le synthétiser. Il faut l'utiliser pour proposer de nouvelles choses qui sont encore plus adaptées à l'homme et à l'animal. Je précise un peu, parce que je pense que vous allez en parler. On ne tombe pas dans l'anthropomorphisme non plus. Hein. Attention, l'anthropomorphisme, c'est prêter des sentiments humains à un animal. On pense au confort de l'animal, mais on ne va pas jusqu'à lui mettre une petite couette et une veilleuse pour qui. Voilà, on est quand même on a conscience que c'est deux espèces qui n'ont pas les mêmes besoins, les humains et les bovins, ou les caprins, ou les porcins. Mais voilà, souvent le danger ou les interprétations, ça peut dire mais ça tombe dans l'anthropomorphisme, ils comprennent pas nos besoins. Non, je suis éleveuse, je connais le terrain et voilà, je voulais juste préciser cette notion-là. On a bien conscience également qu'il faut que ça soit économiquement viable, parce que si l'argent n'arrive pas, si l'éleveur n'est pas en santé financière, donc en bien-être, du moins l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Donc s'il n'est pas en bien-être, penser au bien-être de ces animaux, c'est secondaire. Donc on est bien conscient, ça c'est une clé de voûte. Et c'est le cumul en fait de ces nouveaux métiers, de ces nouvelles compréhensions qui va permettre justement de bâtir le bâtiment du futur ensemble. On vous met nos coordonnées si vous avez envie de poursuivre sur des projets, par exemple. Et maintenant, si vous avez des questions, c'est à vous. Vous avez passé un bon moment ? Je suis sûre que vous avez des questions. Non ? C'est pas possible. Vous vous présentez ? Comme ça, c'est plus sympa. Bonjour, moi c'est Gaëlle, je suis étudiante en ingénieur agro à VET-AgroSup juste à côté. Et moi j'avais juste une question par rapport au matelas climatisant en fait. C'était possible de décrire un peu plus comment ça marche en fait. Quels sont les mécanismes en fait qui font que la vache refroidit en étant sur le matelas. Et voilà, juste un peu préciser. Pas l'habitude, excusez-moi. Et donc, alors en fait, une vache laitière va se coucher entre 10 à 14 heures par jour. Voilà. En fait, sur un matelas comme ça, c'est à peu près le même, sauf qu'il y a une poche d'eau par-dessus. Donc en fait, quand elle va se coucher, bon, d'une part, ça améliore tout ce qui est circulation sanguine, mais surtout, va y avoir un transfert thermique de la vache vers l'eau. Ensuite, je fais passer dans le matelas ici des tuyaux qui vont fonctionner comme un plancher chauffant.
sauf que c'est un plancher refroidissant. Et donc il y a vache, transfert thermique à la poche d'eau qui fait le tampon, et ensuite des canules à l'intérieur qui viennent absorber cette énergie et la conduire ailleurs. Et on peut très bien, avec une pompe à chaleur d'ailleurs, utiliser cette énergie pour faire de l'eau chaude, de l'air chaud, des choses comme ça. Ça nécessite quand même une installation à côté, donc de pompe pour faire circuler l'eau, tout ça. Enfin, Alors, c'est à côté du matelas, quoi. Oui. Alors c'est si on cherche juste à refroidir l'animal, un puits ça suffit, hein. Tu pompes dans le puits, mais je veux dire, c'est une pompe de relevage 3 mètres cubes et demi, ça coûte 350 €. En fait, par rapport à l'eau du puits, nous on a une électronique où on va mettre l'eau du puits et ça va auto-calculer combien d'heures il faut que ça tourne à un environnement à 26, 27, 28 degrés et avec une mesure de l'humidité relative dans l'air aussi. Oui, on peut voir les tapis sur le stand. Alors, c'est juste en face les vaches laitières. Vous voyez tous les animaux là, on est pile en face. Hall 3. C'est ça? Oui. C'est une bonne question. Hall vache laitière. Oui. Ouais, je pense que c'est le cas. Ouais. Vous trouverez. Une autre question. La même chose, présentez-vous et vous garderez le... Oui, bonjour, Pascal Dumont pour la presse agricole du Massif central. J'aurais voulu savoir si les bâtiments tels que ceux que vous avez montrés, là, dont vous avez montré les plans, est-ce qu'il y en a déjà qui sont implantés? Combien? Est-ce que vous avez des retours là-dessus? Ça marche? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Premier retour. Bonjour. Alors, ces bâtiments-là, ces projets, ce sont des projets que j'ai développés au cours de mon diplôme sur 1 an. Donc, c'est une très, très infime partie de tout ce qui a pu être produit en termes de documents. Donc, ça, c'est purement théorique. Mais actuellement, j'ai un projet de construction d'une chèvrerie, donc un bâtiment neuf, avec cette volonté, donc c'est avec la région Centre-Val de Loire, de développer cette notion de bien-être animal. Ils sont très ouverts au caractère expérimental. Donc ça va être une mise en pratique très concrète dans les prochains mois, dans l'Indre. Merci. Projet auquel je participe. Donc on va bien mettre de l'éthologie là-dedans. Là. Moi, c'est Noémie, donc je suis conseillère de gestion pour le CERF France et mon mari est éleveur dans le Cantal. Et donc j'ai une question. J'ai une question au niveau architecture. Est-ce que vous avez prévu de travailler directement avec des éleveurs qui ont des projets bâtiments ou est-ce que vous êtes plutôt en partenariat avec les services bâtiments des chambres d'agriculture? Comment ça s'organise? Bonjour. Alors idéalement, bien sûr que je souhaite travailler avec des éleveurs et c'est pour ça que je suis ici, parce que ces projets sont tellement avant-gardistes et perturbants qu'avant de passer à la concrétisation, il faut communiquer, se faire connaître. Et donc bien sûr, j'espère et j'ambitionne que la prochaine étape, c'est de rencontrer des éleveurs, des agriculteurs et de collaborer ensemble pour essayer de faire sortir de terre ce type de projet et bien sûr en cohérence avec leur enveloppe budgétaire. Voilà. Merci. Une autre question? Toutes les questions ont été plutôt de ce bord-là. Je suis sûre que de l'autre côté, il y en a aussi. Super. Oui, Bruno de Mester, donc du lycée agricole Tierra Natura dans l'Aisne. Vous parliez de matelas, que vous aviez fait une étude. Et je voulais savoir, parce que dans l'étude, a priori, il y a 60 vaches qui étaient sur matelas classique et 60 sur le matelas testé. Est-ce que vous avez proposé les matelas au choix des vaches? Ou est-ce qu'elles n'ont pas eu le choix? Pour savoir un peu, est-ce qu'elles auraient vraiment choisi ce matelas-là ou pas? Alors là c'est sur cette étude-là, il n'y avait pas ça, mais je vais vous raconter une histoire belge. Et j'ai vendu à un gars qui s'appelle Emmanuel Peters, des aquaclims. Lui, il a branché ça à un point d'eau, un espèce d'étang qu'il y a à côté. Et en fait, les jours chauds sont arrivés, il a 120 vaches. Et donc, tout est équipé, voilà. Mais en fait, nous, au niveau fluide, au niveau de la gestion de l'eau, c'est par batch de 60 vaches. Et en fait, donc, il a allumé la pompe. Et il a eu un problème, c'est que tous les animaux étaient du même côté.
Et donc, il a fait venir géobiologue, il a fait venir tout un tas de choses. Et puis, au bout de 3 ou 4 jours, il s'est dit ah bah ouais, les aquaclims, les matelas climatisants. Ouais, il dit c'est pas possible, c'est pas ça, quoi. Et en fait, il avait oublié d'ouvrir une vanne. Ouais, il était tellement surpris du truc, il s'est dit c'est pas possible. Il a essayé de fermer l'autre vanne. Et en fait, les animaux ont rebasculé de l'autre côté. Et je le remercie d'avoir fait cette erreur-là, parce que là, le test, nous, on n'y aurait jamais pensé. Mais donc, ça répond à la question, quoi. Très éclairant. Une question encore, une dernière question? Tout était limpide. Ah. Christine, je travaille dans une collectivité. Est-ce qu'il y a un surcoût économique sur ces bâtiments-là ou sur les équipements? Et pour les équipements, c'est peut-être plus facile de voir la rentabilité derrière. Alors, un projet de bâtiment d'élevage, c'est comme n'importe quel autre projet en architecture. C'est qu'on ne part pas d'une page blanche, on a un programme, on a une enveloppe budgétaire à ne pas dépasser. Et pour entrer dans cette enveloppe, on fait des choix, on arbitre tout au long du projet, pendant les études. Donc je pense qu'en termes de ratio, on peut tout à fait avoir un projet qui est équivalent à un bâtiment public habituel. Le tout est de faire les bons choix techniques. Un choix de couleur, ça ne coûte pas plus cher. Choisir les bons matériaux, c'est pas forcément plus cher. Une forme de couverture plutôt qu'une autre, pareil. Donc je tends vraiment à croire que si on fait les bons choix et qu'on étudie bien le projet, on peut rester dans des ratios de bâtiments neufs qui sont presque classiques. Et on peut toujours faire des choix au fur et à mesure. Selon le budget, on peut améliorer ou restreindre. La problématique de l'économique, elle est hyper importante. Et je trouve que c'est intéressant de se dire que c'est composable et modulable. Il n'y a pas un bâtiment en fait conçu, on le co-construit en fait avec l'éleveur, l'éleveuse, et sur mesure. Du coup, c'est juste un peu pour rebondir sur l'histoire de l'architecture des bâtiments. Parce que là, depuis le début, j'ai l'impression que c'était beaucoup pour des bâtiments neufs, en fait, sur de la nouvelle construction. Du coup, si c'était possible d'adapter des bâtiments déjà existants ou pas. Oui, alors bien sûr, j'y ai réfléchi aussi par la suite. Donc ça, c'était mes projets de diplôme. Donc je partais d'une page blanche. Mais évidemment qu'il faut aussi réadapter les bâtiments existants parce que c'est plus rare de construire un bâtiment neuf que d'hériter d'une propriété existante, de bâtiments existants. Donc bien sûr que tous ces éléments-là, on peut les appliquer dans un bâtiment. Encore une fois, le traitement des couleurs, remplacer certains matériaux, modifier quelques cloisons, percer ou refermer une ouverture. Ça, ce sont des transformations qu'on peut appliquer dans l'existant. Et ça va être un point clé de la suite de mes recherches parce que généralement, les éleveurs ont déjà un ensemble d'équipements et donc il vaut mieux retravailler, réhabiliter que de partir d'une page blanche. Alors moi, j'ai une question. C'est justement par rapport au mouvement circulaire de l'animal. Ça, c'est de l'observation. Ils font différemment, mais alors pourquoi on faisait autrement? On ne prenait pas en compte, en fait, ces mouvements-là. C'est-à-dire qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Ça les contraint beaucoup, j'imagine. Oui, alors j'ai pas la réponse. C'est déjà, j'imagine, économique. Ensuite, comme je le disais, c'est un héritage culturel. Les anciennes générations faisaient comme ça et on reproduit le même schéma. C'est très très dur de se dire on arrête de faire comme on a toujours fait, comme on a toujours vu et on réinterroge complètement. Il faut, c'est un gros risque, c'est très difficile de se dire que l'homme n'est plus la mesure de toute chose et de prendre vraiment les spécificités de l'animal au sérieux et de les appliquer. Après, on peut vouloir le faire et ne pas du tout savoir comment s'y prendre.
Et là, l'architecte, pour le coup, est un outil de synthèse qui va permettre de synthétiser tous les besoins de l'éleveur, les besoins de l'animal et l'enveloppe budgétaire. Et puis trouver aussi les entreprises qui pourront réaliser le projet. Voilà, donc il y a d'abord le fait de se poser la question, de se dire et si on faisait autrement. Ça, déjà, c'est un grand cheminement intellectuel. Et ensuite, c'est comment on y arrive. Parce que là, il faut toute une équipe, il faut plusieurs experts. Oui, puis il faut savoir que c'est un métier qui est relativement récent finalement. C'est la mise aux normes, c'est 1980. C'est à peu près là. Donc tout le monde se lançait un peu dans l'inconnu. Bon, ils ont fait des bâtiments rectangles. Hein. Et aussi simple que ça. Et en fait, à la base, c'était produire du lait pour nourrir les gens. Et en fait, ça, on a passé ce cap-là, c'est-à-dire qu'on est autonome, je parle du lait, hein, après le reste c'est un autre débat. Et là, en fait, on commence à s'interroger sur les détails et à mieux connaître l'animal, mieux connaître son environnement. Et là, du coup, ça nous saute aux yeux. Il y a des choses qu'on ne comprenait pas et qu'il faut modifier, améliorer. Alors, pour répondre à ta question, il y a deux notions qui sont des freins. C'est l'humain qui aura toujours tendance à dire « Oh ben on a toujours fait comme ça, pourquoi changer ?» Effectivement, dans l'ensemble, ça se passe pas trop mal dans les bâtiments d'aujourd'hui. On arrive à trouver des solutions. On bricole quelques barrières, on bricole beaucoup de choses. Et au final, le bovin s'adapte, l'humain, parfois en y laissant quelques blessures, mais il arrive à atteindre son objectif. Sauf que jour après jour, il se fatigue de plus en plus. Et là, la fatigue, tu ne la récupères pas. À un moment donné, le corps, quand il lâche, il lâche. Et malheureusement, il ne faut pas atteindre ce stade-là. Donc cette notion-là, c'est on a toujours fait comme ça, continuons à faire comme ça. Donc ça, c'est un frein. Et puis, c'est aussi que l'éthologie, c'est une discipline qui est assez vieille quand même, qui existe depuis au moins 70 ans. Mais les études vulgarisées dans le milieu de l'élevage, comme ce que je fais moi depuis 10 ans, c'est très frais, c'est très nouveau, c'est très frais. Quand je vais faire mes formations auprès des éleveurs et que je leur dis il faut mettre des brosses partout et que normalement c'est une brosse pour 5 vaches, ils me regardent, ils me disent mais attends, je viens d'acheter une brosse et j'ai 70 vaches, comment on fait? Je dis je suis désolée, là tu vas plus déclencher des conflits entre tes vaches qu'apporter du bien-être. Donc là tu apportes du mal-être. Donc il me dit mais attends, mais non, j'étais censée apporter du bien-être à mes vaches et là tu es en train de me dire l'inverse. Ben ouais, parce qu'en fait tu as plein de notions éthologiques que tu connais pas. Mais on peut pas en vouloir aussi à... Je pense qu'il faudrait aussi enseigner cette discipline dans les lycées agricoles le plus tôt possible, donner des notions éthologiques, d'architecture, d'agroéquipement, pour que l'éleveur qui sort de ces structures, il ait des bonnes notions pour s'installer et pour faire les bons choix. En fait, de ne pas partir avec des idées préconçues, peut-être qui sont aussi de parfois très bonnes, hein, il ne faut pas non plus les oublier. Très bonnes, mais aussi de regarder il existe les animaux, autre chose. Comment ils vont, voilà. Et comment soi-même aussi en tant qu'éleveur ou éleveuse, on est confort. Ouais. C'est important aussi en tant qu'éleveur de se poser la question qu'est-ce qu'on veut aussi retranscrire, qu'est-ce qu'on veut montrer. Parce que le grand public passe devant les fermes, le grand public a des attentes maintenant sur la considération de l'animal, réfléchissent à où ils achètent leurs produits, comment l'animal a été traité. Donc il y a une dimension pédagogique, une dimension de communication, de valeur aussi, de positionnement à interroger de la part de l'éleveur. Certains pourraient ne pas du tout être intéressés, certains pourraient se dire ok, j'ai envie de prendre part à ce nouveau tournant et j'ai envie que ma ferme soit un exemple dans la prise en compte du bien-être animal. Et puis les gens, quand ils vont venir à la ferme, ils vont me poser plein de questions, ils vont trouver ça incroyable, ils vont être surpris, ils vont être curieux et puis ils vont apprendre davantage sur ce qu'est un animal. C'est quoi une vache, comment elle est, comment elle se comporte. Il y a une vraie valeur pédagogique aussi dans tout ça. Alors j'aimerais rebondir à ce que tu dis. Je pense que l'éleveur, le premier qui va oser se lancer dans cette aventure, je pense qu'il va se moquer complètement du regard de l'autre. Parce que dans l'élevage, on a notre propre ferme, on est
très quand même influencé par ce que peut penser l'autre, donc le père, la mère, les voisins. Tu te rends compte ce qu'il a fait, mais il connaît pas ses vaches. Enfin, on a très vite, on catalogue les gens, on a tendance à nous mettre un petit peu dans des cases. Et c'est vrai que pour certaines personnes qui sont un petit peu introverties, qui n'osent pas s'exprimer, ils vont rester dans l'ombre, ils n'oseront pas prendre des initiatives et ils n'oseront pas innover dans leur ferme. Ce qui est dommage, parce que parfois ils ont des envies, mais le jugement, la critique fait que ça les freine. Donc je pense que celui qui va oser, il va se contrefoutre de ce que pensent les autres, et il aura raison. Je pense que dans les milieux, peu importe l'élevage, il faut tenter, innover. Alors voilà, sur le plan économique, il faut bien réfléchir, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de prendre des risques, et pour le bien-être de nos animaux, il ne faut pas hésiter. Pour rebondir par rapport au bâtiment dans l'Indre, donc c'est dans un collège, dans un centre d'enseignement. Oui. Il va sortir quand, en fait? C'est important par rapport à ce que tu disais. Alors les études ont commencé début septembre. D'accord, c'est récent. Il faut compter à peu près 6 mois pour les études, les allers-retours entre la maîtrise d'ouvrage et les différents dossiers remis par l'architecte. Et ensuite, on a un chantier que j'estime a priori de 6 à 7 mois. Voilà, donc il faut bien compter 1 an et demi. L'année prochaine, on se donne rendez-vous. Voilà. Comme ça, on aura les performances et le bâtiment en vrai. Merci beaucoup à tous les trois.